Mais j'ai dit de toutes les façons, quand tu vas me trahir, je te tue, hein, parce que c'est l'argent de quelqu'un. Parce que toi, tu avais volé l'argent. Oui. Et donc l'argent te cherchait déjà. Il a volé de l'argent à son oncle pour pouvoir partir en Europe. Pas parce qu'il est un voleur, parce que son oncle ne voulait pas lui donner de l'argent de son propre gré. Arrivé en Europe, il est devenu aujourd'hui l'un des plus grands distributeurs de produits africains. De légumes, de fruits, d'épices en Europe, en Belgique, un peu partout. Il fait le million d'euros de chiffre d'affaires. Son histoire qu'il va vous raconter dans cette vidéo va vraiment vous surprendre, vous inspirer et vous démontrer que notre couleur de peau ou nos conditions ne doit pas déterminer notre capacité à réfléchir, ne doit pas nous limiter dans nos engagements. Je vais vous présenter un invité atypique, discret, effacé, mais qui est puissant et qui rend la fierté aux Africains en réalité. Parce qu'il rivalise avec les Occidentaux sur le même terrain. Et c'est de ça qu'on a besoin en Afrique, des champions comme ça, parce que sans de débouchés, sans la transformation agroalimentaire, sans trouver de débouchés pour les produits agricoles, on ne peut pas vraiment s'épanouir sur le continent. Son histoire m'a tellement inspiré et je lui ai proposé cette interview. Il a accepté humblement et on va démarrer dans cette vidéo. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Est-ce que vous pouvez présenter aux abonnés de l'agriculteur moderne qui vous êtes? Moi, je m'appelle Tidiane Diallo. Enchanté. Je suis né en Côte d'Ivoire Okay. jusqu'à 92. Après, je suis venu chez mes oncles. Ok. Je suis resté là aussi jusqu'en 2002. Après, je suis venu en Hollande. Ok. Hollande aussi, je suis resté de 2002 jusqu'à 2005. Ok. Après, je suis venu aussi habiter aussi en Belgique. Ok. Depuis lors, je suis en Belgique. Ok. Et je fais comme activité, j'avais commencé à distribuer tout ce qui est journaux Ok. dans les maisons. Ok. Après ça, je suis allé à une autre étape encore en tant que livreur de colis. Ok. Avec les camionnettes. On va parler de tout ça tout à l'heure. Oui. On va te poser des questions, tu vas vous détailler. Oui. Alors, salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est monsieur Talabri Valère Wansou. Je suis consultant en agriculture rentable, je suis paysagiste, ingénieur agronome praticien, entrepreneur. Je te parle sur cette chaîne YouTube d'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des sujets comme ça qui t'intéressent, toi, tu es au bon endroit. Qu'est-ce que tu dois faire dans un premier temps pour venir dans cette magnifique communauté? Eh bien, tu likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu vas me partager tout de suite cette vidéo partout sur tous les réseaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Je vous donne rendez-vous, ma communauté, en Côte d'Ivoire et au Congo-Kinshasa respectivement les samedis 31 mai 2025 de 10h à 17h et 28 juin 2025 de 10h à 17h où nous allons parler de ces thèmes. Quelles sont les nouvelles technologies à adopter pour contrer les challenges que pose l'agriculture en Afrique? L'agriculture pose beaucoup de difficultés. Nous allons aborder cette thématique. L'entrée est libre et gratuite, mais nous invitons les diasporas. Nous invitons les locaux, les sponsors à accompagner cet événement pour faire de cet événement un événement incontournable. Ce n'est pas seulement les concerts pour danser qui seront financés, ce n'est pas seulement les spectacles de comédiens qui seront vraiment financés. Il faudrait que les initiatives comme ça qui permettent à la jeunesse d'avoir de l'emploi et de laver le cerveau de nos jeunes pour savoir que c'est la terre qui nourrit son homme et c'est la terre qui va leur donner l'emploi qu'ils recherchent, il faudrait qu'on accompagne. Vraiment, je suis à genoux, accompagnez-nous. Nous sommes fatigués maintenant de faire payer nos frais. Il faut que les sponsors et la diaspora qui a les moyens puissent accompagner en cliquant dans le lien dans la description ou bien en contactant le numéro qu'on vous a laissé à l'écran pour nous accompagner. Si vous voulez inscrire, j'ai déjà laissé un lien dans la description. Si vous voulez nous accompagner, vous contactez le numéro WhatsApp que j'ai mis à l'écran. Et en parlant même d'agriculture, je vous rappelle que nous sommes dans la distribution et la fabrication de machines agricoles adaptées aux conditions africaines. Nous sommes dans la vente des semences et plants, par exemple, les semences de camp pêché pour clôturer votre domaine agricole avec un petit budget. Vous contactez toujours le numéro que vous voyez à l'écran. Nous sommes dans la vente des plantes ornementales, des plantes légumineuses, etc. Tout ce qu'il faut quand même pour démarrer l'agriculture. Même dans la formation agricole, vous voulez des thématiques vraiment abordées ou vous voulez vraiment initier, vous voulez démarrer l'agriculture au pays. Nous avons rédigé une formation concrète en la matière que vous pouvez voir dans la description ou bien en contactant ce numéro à l'écran. Les gens, grosse nouvelle, je serai sur Back to Africa de Investir au pays
les 11 et 12 octobre 2025 à Paris, où nous allons parler de l'agriculture. Comment esquiver les pièges de l'agriculture? Quel type d'agriculture il faut faire? Quelles sont les niches qu'il faut attaquer pour tirer son épingle du jeu? Est-ce que l'agriculture signifie seulement aller creuser, planter des arbres? Non. L'agriculteur peut faire beaucoup de choses. Si vous avez déjà échoué en agriculture, rejoignez-moi sur Back to Africa. Si vous voulez démarrer l'agriculture, rejoignez-moi sur Back to Africa. Si vous voulez comprendre le business de l'agriculture, rejoignez-moi là-bas. Je suis un agriculteur, je vis de l'agriculture, je ne suis pas un coach et je ne suis pas un motivateur. Allez, trop de bavardage, on y va dans le vif de cette vidéo. Alors, mon frère, comment tu vas? Oui, ça va. Alors, dis-moi, tu étais en Côte d'Ivoire, Oui, n'est-ce pas? Oui, je suis né en Côte d'Ivoire. Tu es né en Côte d'Ivoire. Oui. Et tu travailles avec ton oncle. J'étais avec mes parents là-bas. Tu étais avec tes parents. Oui. Mais l'histoire de ton oncle, parce que tu as dit que tu as toujours voulu aller en Europe. Oui. Et pourquoi tu as toujours voulu aller en Europe? C'était pour enlever la situation de ma famille dans la pauvreté. Ta famille dans la pauvreté, regarde bien les abonnés. Oui. Ta famille dans la pauvreté, donc ta famille était dans une situation de précarité. Oui. C'était pas trop pauvre, mais je voulais donner à la famille le bon confort. Le bon confort. Oui, c'est ça. Et comment tu es allé en Europe? Comment tu as fait pour aller en Europe? Toi, tu n'avais pas les moyens, n'est-ce pas? Pour avoir le visa, n'est-ce pas? Non, tu n'avais aucun rond. Non. Mais tu vivais sous le toit de ton oncle, n'est-ce pas? Oui, oui. Ton oncle faisait quel travail? Lui, c'était un commerçant. Il avait beaucoup de moyens. Oui, il avait beaucoup de moyens en ce temps. Est-ce que tu as demandé à ton oncle de t'aider pour aller en Europe? Oui, je l'ai demandé en plusieurs reprises. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oui, mon oncle, c'est quelqu'un qui hésite tout le temps et qui prend trop le temps. Et donc, ça a pris beaucoup d'années quand même. Hein. Donc, sans réponse. Sans réponse. Sans réponse. Et qu'est-ce que tu as décidé dans cette condition-là? J'ai décidé dans cette condition d'aller en action. En première position, je voulais faire cette mission avec l'un de mes cousins ou bien avec quelques amis. Mais par après, j'ai bien pensé, si par exemple, j'arrive à prendre un montant et en cours de route, ce montant n'allait pas suffire, et il y aura de bagarres ou bien de malentendus entre moi et mes collaborateurs. Et tes cousins, ouais. Oui, c'est ça. Donc j'ai dit, comme c'est moi qui ai le business plan, le plan, je vais dire la tête de plan, comment organiser toute cette mission-là. Ouais. Donc je me suis dit de le faire seul, c'est mieux. Donc, parce que les autres se sautaient seulement, ils n'avaient pas de bonnes idées. Donc j'ai décidé de le faire seul. Alors, quel montant tu as pris chez ton oncle? C'était en 2002, c'était environ dans les 18 millions de francs guinéens. Tu as pris 18 millions de francs guinéens. L'équivalent de 18 millions de francs guinéens en 2002, actuellement, c'est combien comme ça? En 2002, en ce temps, c'était entre 9 000 et 9 500 $. Tu avais volé 9 500 et 9 500 $. Mais quelles étaient vraiment tes intentions en volant cet argent? Est-ce que c'était de partir comme un voleur, un voyou, ou c'était d'utiliser cet argent pour atteindre ton objectif et de le retourner par derrière? C'était ça. L'objectif, c'était de prendre cet argent et aller vite, réussir de rentrer en Europe et le plus rapidement possible de le rembourser. Donc c'était pour cela que j'avais déjà parlé avec l'affairement qui faisait le visa. Donc j'étais venu 2 semaines en avant, je crois, j'ai parlé à lui. Je lui ai dit, donc je vais aller faire cette mission. Donc je viendrai chez toi avec l'argent. Donc après tu vas me faire le visa pour aller en Europe. Et il t'a fait le visa? Donc au début il était... sceptique, il avait peur. Il doutait. Donc après 2 semaines, quand je suis descendu avec l'argent, il était même étonné, quoi. Donc, il est étonné, Donc, mais tu avais peur, donc quand tu as pris l'argent? Un jour en avant, je suis revenu vers lui, je lui ai dit que, donc, demain, je passerai. Donc, toujours, il était un peu douté, quoi. Maintenant, quand le même jour, je suis venu à 12 h, il était vraiment étonné. Il a dit, waouh. Donc, c'est qu'on va faire, parce que je l'avais dit, quand je vais envoyer l'argent, tu vas le transformer tout en dollars. Je le mets en poche. Après, je prends la frontière de la Guinée. Je passe par le Mali. Comme lui fait passer tout le monde par le Mali, je vais l'attendre là-bas. Mais ce jour, quand j'ai envoyé l'argent, il m'a dit, non, il ne faut pas risquer.
parce qu'il y a les connards en route. Okay. Ils peuvent les te douanes, voler ton argent, ça, les douanes là, non, ils vont te bloquer ton argent. Donc, prends l'argent de poche. Tu laisses le plus gros lot. Le plus gros lot. Avec lui. Oui, c'est ça. Donc, mais j'ai dit de toutes les façons, quand tu vas me trahir, je te tue, hein, parce que c'est l'argent de quelqu'un. Parce que toi, tu avais volé l'argent. Oui. Et donc l'argent te cherchait déjà. Oui, non, moi je l'ai dit en avant, je l'ai dit parce que quand j'ai pris l'argent vers 10h le matin, ils ont su ça vers 19h, 18h. Le soir. Oui, le soir. Moi j'étais déjà à 500 km hein, de la Guinée, de la capitale. De Conakry. Oui. Parce que quand vous avez fait Kankan, non? Oui, j'ai fait Kankan. Donc quand j'ai bougé 14 heures à Conakry, avec le taxi, à 0h j'étais à Kankan. Waouh, à Kankan, Conakry ne peut pas t'atteindre. Non, 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 quand ils ont commencé les recherches, moi j'étais déjà loin. Loin quoi. Donc, mais tu es courageux, hein? Oui, oui, donc c'est une grande, oui, oui. Donc je l'ai pris. L'argent, en fait, c'était pas de... Je le savais, on ne doit pas gâter l'argent de l'autre. De l'autre. Sinon, ça, moi aussi, ça va se répéter sur moi. C'est être aussi lâche, quoi. Et puis, j'avais mis dans ma tête encore quand... Même si je vais aller en Afrique avec cet argent, le visa ne va pas réussir, je vais perdre l'argent, je ne vais plus revenir en Guinée. J'allais repartir dans un autre pays d'Afrique, commencer le commerce petit à petit comme tout le monde le fait jusqu'à ce que je le rembourse. Son argent. Avant de revenir. Donc je n'allais pas revenir comme un lâche. Je dis, hey, j'ai fait perdre ton argent, pardon, tout ça. Donc je n'ai pas cette mentalité. Vous voyez, donc c'est la mentalité d'un gars. Alors mon frère, aujourd'hui quand nous sommes devant, je suis devant toi en train de parler, est-ce que, regarde la caméra, est-ce que tu as remboursé la totalité de ce que tu avais volé à ton oncle? Oui, je l'ai remboursé en une année. Tu as remboursé les $9000 en combien d'années? En une année. En 2022, en 2002. En 2003. En 2003. Tu l'as remboursé entre 2002 et 2003. Et alors, quand tu es parti en Europe, quand tu es arrivé en Europe, quelle était tes premières difficultés? Quel était ton tout premier business que tu as démarré? Oui, quand je suis venu en Europe, j'ai pris cet argent aussi. C'est une longue histoire encore. Hein, en route jusqu'à Cameroun, passé par Bamako, Cameroun. On m'a fait un peu retourner. On était au groupe de 9 personnes. Les 7 personnes sont parties. Moi, je suis resté avec une dame parce qu'il y avait un problème de passeport. Là. Donc, c'est pas quoi. Donc, on a retardé 2 jours. Mais, comme le fax en ce moment était utile, vraiment, on a fait le fax avec l'hôtel et tout. Parce que l'hôtel, la réservation d'hôtel, c'est écrit Mamadou Diallo. Et sur mon passeport, c'était écrit Mohamed Diallo. Donc, c'est ça, ils ont dit, à cause de ça, on m'a retourné. Donc, avec le fax, j'ai appelé l'hôtel. Ils ont changé tout. 2 jours après, je suis reparti, quoi. Donc, j'ai forcé la situation et je suis reparti. Je suis venu à Paris. Et directement, normalement, je devais descendre sur quelqu'un. J'étais allé avec un petit, là, je devais descendre chez son grand frère en Hollande. Lui, il allait nous former. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu comme ça. Donc, lui, il est parti dans le premier groupe et moi, je suis venu à Paris. Donc, j'ai perdu sa route. C'est pour cela que je ne me suis pas bien formé. Parce que quand on vient en Europe, il faut bien se former avec l'histoire pour que... là, on accepte la demande de résidence. Oui, de résidence. Et donc c'est ça qui a échoué jusqu'à ce que j'ai perdu beaucoup de temps. Mais je ne vais pas dire que c'est perdre du temps, c'est de l'expérience. Donc c'est ça. Donc, alors, quel était ton parcours de la Hollande maintenant vers la Belgique? Comment ça s'est passé? En Hollande, quand je suis venu, parce que moi, je suis un fan de football. Je jouais tout le temps au football. Donc, dès que je suis venu, mon ambition, c'était jouer au football. Être footballeur? Oui, oui, être footballeur. Donc, dès que je suis venu en Hollande, j'ai joué tellement au football là-bas. Donc, j'ai joué en première division, mais pas avec les équipes premières. J'ai joué toujours avec... leur centre de formation jusqu'à moins de 17 ans. Après là, je suis parti en amateur, mais en amateur plus haut. Donc ça veut dire on te paye chaque semaine, chaque match gagné, on te paye, chaque match perdu, on te paye. Et tu gagnais combien en termes d'amateur plus haut? En termes d'amateur, on donnait 200 € par semaine, match gagné. Donc c'est ça, dans ça, j'ai un peu gagné la vie, mais je faisais non seulement le football, je partais à l'école et je partais faire le crâne. On dit ça le crâne, le journal, la nuit.
Ça veut dire quoi, le crante? Crante, c'est les journaux. Ok, Distribuer les journaux la nuit. Journaux en vélo, hein, la nuit, avec le froid à moins 10 degrés. Et tu allais à l'école, tu étudiais quoi à l'école? La langue. D'accord. La langue néerlandaise. Donc, tu parles néerlandais aujourd'hui? Oui, je parle néerlandais. Bon, dis bonjour Valère, comment tu vas en néerlandais, on va voir. Goeiedag, alles goed met jou, monsieur Valère. Yeah. Donc, les gens, vous entendez? Oui, on parle. Non, vraiment, c'est inspirant. Alors, mon frère, de la Belgique maintenant vers. De la Hollande vers la Belgique, comment ça s'est passé? De la Hollande vers la Belgique, je suis resté en Hollande comme j'avais pas le papier. Donc, forcément, j'étais forcé à me marier avec une femme blanche. Ok. Mais c'était pas le but, c'était pas de la marier à cause du papier. Oui. Mais comme il y avait l'occasion, je suis quelqu'un qui voulait vraiment ne pas échouer. Donc, j'ai profité de l'occasion pour me marier avec elle et venir en Belgique. Parce qu'en ce temps, j'avais un ami qui avait les renseignements. Il disait, quand tu te maries, tu viens en Belgique, on te donne le papier. Okay. Mais pas en Hollande. Okay. Ils allaient toujours refuser. Okay. Donc, je l'ai mariée. J'ai pris elle avec tous ses colis, ses bagages, je l'ai ramenée en Belgique. Okay. J'ai pris là-bas un studio, j'ai habité avec elle. Oui. J'ai mis mon adresse avec son adresse, je suis parti travailler. Directement, j'ai eu les 5 ans, le papier. Wow. Donc, il fallait ça aussi, c'était une autre course. Une autre course. Il fallait savoir faire comment, quoi. D'accord. Donc, c'est ça. Alors, tu es venu en Belgique. Mais l'histoire des magasins que tu as créés aujourd'hui, les magasins que tu as pour vendre des produits africains, l'histoire est partie par où? Par où tu as commencé ces magasins-là? C'est parti d'où? Quand je suis venu en Belgique, j'ai travaillé dans une entreprise qui fait les fleurs là. Ok. Donc j'ai travaillé là-bas on faisait les pépinières, tout ça. Ah bon, en Belgique? Oui, Okay. oui, en Belgique, jusqu'à ce qu'ils m'ont donné aussi la responsabilité de faire les arrosages automatiques, tout ça. Ok. J'ai travaillé là-bas 2 ans, je pense. Mais comme j'étais un peu ambitieux d'aller vite, de construire au pays ou bien tout ça, je suis allé faire en tant qu'indépendant livreur de colis avec ma propre camionnette. Ok, tu as acheté une camionnette? J'ai acheté une camionnette. Pour faire livreur indépendant? Indépendant. Donc auto-entrepreneur? Oui, c'est ça. Ok. Donc j'ai livré, donc je pouvais faire plus de 300 stops par jour. Ça, c'est des records. Donc je fais les records avec ça. Pour livrer 300 maisons par jour. 300 maisons? 300 maisons. Et tu arrivais à gagner combien? Ici, on parle de chiffres aussi. On payait par maison, on pouvait te donner 4 euros. Donc ça veut dire entre 3 et 4 euros. 1200 euros par jour? Oui, 1200 euros par jour. Mais en Europe, toute chose est taxée. Ouais. Donc tu dois, voilà, donc c'est ça. Ça veut dire avec la camionnette en 10 jours, tu faisais 12 000 euros. Oui. Et par mois, tu faisais 36 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, oui. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où il y a beaucoup de colis. Okay. Ça dépend. Des fois, on peut te donner 150 maisons, 100 maisons, 120 maisons. Ça dépend des jours. Les mardis, c'est toujours beaucoup de commandes. Début de la semaine. Si c'est le samedi, c'est calme, quoi. Donc ça varie par jour. Mais quand même, le chiffre d'affaires, c'était toujours entre 8 000 euros et 12 000 par semaine. Par semaine. Waouh. Wow. Alors, tu as fait la livraison avec les camionnettes, ta camionnette là? Oui, avec la camionnette. Tu as eu de l'argent? Oui, j'ai doublé, j'ai eu 3, 4 camionnettes, j'ai payé des chauffeurs, tout ça. Attends, je n'ai pas compris. Tu as démarré l'auto-emploi après avoir laissé le boulot de floral, tout ça là en Belgique. Tu as décidé d'acheter pour toi-même maintenant une camionnette. Une camionnette. Et cette camionnette, tu faisais des livraisons en auto-emploi. Et l'argent que tu as gagné avec cette camionnette, tu n'as pas bouffé. Non, tu n'as pas dilapidé. Tu n'as pas acheté des voitures de luxe. Tu n'as pas voulu construire un pays pour montrer que tu es riche. Tu as réinvesti cet argent dans d'autres camionnettes. Et tu as créé des emplois en Belgique. En Belgique, oui. Donc j'avais jusqu'à 4 chauffeurs comme ça, 3 à 4 chauffeurs. Donc c'est ça, plus moi-même. Et ça faisait 5? Oui, ça faisait 5. Ok. Donc, et c'est quoi la suite? La suite, après, en 2016, comme en faisant la livraison, j'ai vu que je n'étais pas mon propre patron. Toujours, il y a quelqu'un on était sous-traitant. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui était en haut. Qui donnait des ordres. Oui, toujours, tu devais être à l'heure ou bien tout ça. Donc, moi, j'aime toujours être libre, plus haut. Donc, j'ai décidé, comme j'étais là, j'ai vu un magasin africain, j'ai dit, pourquoi pas commencer
commencé par une boutique africaine. Okay. C'est là que j'ai réfléchi à ça Oui. et j'ai commencé l'alimentation africaine. Donc, je le combinais avec la livraison. Donc c'est dans ça aussi, j'ai combiné jusqu'à ce que j'ai diminué mes routes, tout ça là, parce qu'il y avait la pression, il fallait que j'allais acheter la marchandise. Si le chauffeur n'arrivait pas à venir, je vais aller le remplacer et tout ça. Donc, c'était trop stressant. Oui, c'est trop stressant de faire les deux en même temps. C'est-à-dire le business de la livraison avec camionnette et le business de la vente des produits africains. Alors, quand tu as commencé la vente des produits africains, quels sont les pays africains qui étaient tes fournisseurs? Les pays africains, donc ça se passe comme ça. Les grossistes. Oui. Les grands grossistes, c'est les Pakistanais, les Indiens. Mais Pakistanais, pas trop d'Indiens. Indiens, c'est plus dans d'autres pays. Alimentation africaine, c'est les Pakistanais qui ont le monopole. Pourquoi ils ont le monopole? Normalement, c'est les Africains qui doivent avoir le monopole dans l'alimentation des Africains en Europe, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi c'est les Pakistanais? Parce que eux, ils ont la mentalité de vendre. Donc, quand ils sont beaucoup plus en Angleterre. Donc, ils font tout ce qui est cosmétique et alimentation. Ils ont vraiment, c'est des bons commerçants, les Pakistanais. Donc, ils ont compris que c'est dans l'alimentation, tout ce qui est africain, consommation africaine, c'est là-bas on gagne. Donc, ce n'est pas dans leurs produits. Non. Donc, de leurs produits ne fait pas gagner. Donc, les produits africains font beaucoup gagner. Oui, fait beaucoup gagner. Donc, tout ce qui est produits africains, ils se sont basés sur ça. Donc, ils collaborent, c'est qu'ils aiment, ils savent comment attirer un Africain, quoi. Par exemple, les Congolais, on les appelle toujours maman, papa. Quand ils voient un Congolais, ils disent maman, tu veux quoi? Papa, tu veux quoi? C'est les Pakistanais qui disent ça. Oui, tout ça là. Donc, tout ce qui est chikwang, tout ça, ils savent. Tout ce qu'un Africain a besoin, ils demandent, ils envoient. Donc, c'est pour cela qu'ils ont dominé, quoi. Donc, ils ont tout, au pays, ils donnent le bon prix, ils essayent de, quand ils ont la concurrence, ils baissent le prix, ils savent comment vendre de toutes les façons. Donc c'est pour cela qu'ils ont le monopole, quoi. Tout ce que l'Africain consomme là-bas, c'est les Pakistanais qui dominent en Europe. Voilà, ils envoient tout encore. C'est pour cela qu'ils dominent. Et ils trouvent ça où? Ces matières premières, ils trouvent ça où? Ils trouvent ça au Togo, Cameroun et Congo. C'est les trois pays là qui nourrissent l'Europe. Attends, répète encore, tu as dit, les trois pays qui nourrissent l'Europe sont lesquels? Principalement, c'est le Togo. Le numéro 1? Le numéro 1, c'est Togo, oui. Le numéro 2, c'est le Cameroun. Le numéro 3, c'est, comment je vais dire, c'est le Congo. Quel Congo? Kinshasa ou bien Brazzaville? Kinshasa. Congo-Kinshasa. Kinshasa. Très bien. Togo, Cameroun, Kinshasa. Après ça, c'est le Rwanda. Le Rwanda, Oui. Oh non, Ouganda. L'Ouganda fournit quoi? Tout ce qui est banane verte là. Ce qu'on appelle bitoké. Banane verte, les bananes fifi, les petits bananes. Tout ce qui est aubergine blanche de bonne qualité. Donc, piment vert et tout ce qui est aubergine vert aussi. Avec la patate douce et de l'avocat. Les avocats, toute la consommation d'avocat. Je sais que l'Ouganda est vraiment en avance sur l'avocat. Là-bas aussi, ils ont des Indiens qui ont tout le champ, le monopole des champs là-bas. Donc, c'est que même en Ouganda, là-bas, les champs d'avocats n'appartiennent pas aux Africains. Non, ça appartient aux Indiens. Aux Indiens. Mais les gars, à quand est-ce qu'on va se réveiller? Même tout ce qu'on mange, c'est contrôlé par d'autres gens. Est-ce que c'est bien? Ils ont des grands champs là-bas, ils fournissent quoi. Normalement, l'État ne doit pas vendre des champs, des terres agricoles aux Indiens. Mais c'est aux Africains qu'on doit vendre, n'est-ce pas? Oui. Bon, on continue, mon frère. Mais comme c'est pour la consommation africaine, c'est des choses propres. De toutes les façons, je ne suis pas contre. Parce que s'ils ne font pas, qui va faire à leur place? Personne. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas des gens qui peuvent être capables de gérer. Voilà, c'est ça. Donc, comme le marché est libre aussi, si un Africain veut faire sa plantation, amener et renvoyer ça en Europe, il est libre normalement de le faire. Oui, il n'est pas bloqué, quoi. Et le Togo te fournit quoi? Bon, le Togo, c'est le voisin du Bénin. Voilà, c'est le voisin du Bénin. Eux, ils fournissent tout ce qui est légumes. Feuilles, là. Feuilles de patates. Et ils vendent les feuilles de patates même? Beaucoup même. Et c'est cher là-bas? Où ça? Les feuilles de patates, c'est cher en Europe? En Europe, on vend la botte à 2,52 €. Donc la botte, oui. Tu sais, celui qui mange les feuilles de patates ici? Les moutons. Les moutons? Wow, non, ça c'est de l'or. Ah bon? La feuille de amarante là, les bitekou là. Oh, c'est vendu aussi très cher là-bas. Avec, il y a les feuilles de ngaïngaï, ce qu'on appelle les feuilles de bissap frais là. Bissap, Où il y a les feuilles de adémé, il y a les feuilles de bilolo.
C'est quoi? Feuilles d'aubergine. Ok, aubergine, ok. Où il y a les feuilles de, comment je vais dire, il y a les citronnelles aussi, ça vient du Togo là-bas. Il y a les arachides frais, qui est bien vendu. Moi-même, je vends 100 kilos d'arachides frais par semaine. Ça, c'est énorme, c'est beaucoup. Hein. Donc, c'est beaucoup consommé. Les premiers consommateurs d'arachides frais, c'est les Camerounais. Oui, ils ne peuvent pas rester sans l'arachide frais. Sans l'arachide frais. Avec le safou, ils aiment manger ça. Ensemble. Oui, donc c'est ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, mon frère, tu as combien de boutiques en Europe aujourd'hui? Actuellement, j'ai commencé par une. Oui. J'avais un voisin pakistanais, il était contre moi. Il a racheté le magasin. Donc, il m'a envoyé une lettre pour sortir. Il m'a donné une année. J'ai pris l'avocat, j'ai fait tout. Et c'était... L'avocat m'a dit, de toutes les façons, tu dois sortir après une année. Donc, lui, il voulait me mettre à terre, quoi. Donc, un jour, j'étais là arrêté. En face de moi, en face de la boutique, j'ai vu, il y avait un monsieur qui avait une boutique de chaussures et d'habits. Mais tout le temps, c'était fermé. Mais ça n'allait pas, quoi. Après, une fois, je me suis demandé, est-ce qu'il va louer? Donc, je l'ai demandé, il a dit, si tu veux, tu me donnes 6 000 €, tu reprends. Mais il y avait beaucoup de travaux, quoi. Donc, en ce moment, on ne pensait même pas qu'on peut faire là-bas une boutique d'Africains. C'est là-bas que j'ai pensé changer une boutique tout et le transformer. Donc, Dieu m'a aidé, j'ai pris en face 2 fois plus grand. Donc, j'ai cassé tout, j'ai renouvelé, j'ai agrandi. Donc, ça a changé aussi ma mentalité. Donc, dès qu'il a vu ça, le jour que j'ai ouvert ça, lui-même, il était étonné, quoi. En fait, le Pakistanais qui te dérangeait. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour cela que je me suis nommé même le caméléon. Donc, quand tu me bloques par là, je sors par là. Tu t'es nommé comment? Le caméléon. Je change chaque fois, Donc, c'est Minani le caméléon. Un président béninois avait pour truc là, caméléon ici. Le général Mathieu Kérékou. Personne. Alors, donc, on évolue. Ah, donc, le premier magasin a été créé. Ça a été créé où? Ça a été créé à Gand, en Belgique. La 3e ville de la Belgique. La 3e ville de la Belgique. Et après, comment ça s'est passé? Après là, j'ai ouvert une boutique cosmétique aussi. Comme il n'y avait pas de boutique cosmétique, je me suis aussi lancé dans ça. Pour les Africains? Pour les Africains. Donc tout ce qui est produits de cheveux, produits de corps, tout. Tu vends tout ça? Je vends tout ça. Donc j'ai eu aussi une boutique qui était à 100 mètres. Entre les deux boutiques, c'est 100 mètres. Donc j'ai ouvert là-bas une boutique cosmétique. Plus la coiffure, hommes et femmes. Tu fais aussi la coiffure là-bas? Hommes et femmes. Bon, on parle de la première boutique, de deuxième boutique. Deuxième boutique, c'est la boutique. Ouais, c'est ça qui est la boutique cosmétique. Oui. Et la troisième boutique, je suis allé ouvrir ça à Bruxelles. À Bruxelles? À Bruxelles, la capitale. La capitale? Oui. Toi, un Africain, un Guinéen, qui n'avait même pas les moyens. Tu t'es senti obligé de prendre de l'argent de ton oncle. C'est vrai, pas derrière, tu l'as remboursé. Tu es allé en Europe, parti de zéro. Et aujourd'hui, tu as des magasins, même dans les capitales des plus grandes nations européennes. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? Ça me fait une fierté. Donc, j'ai pris beaucoup d'expérience. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile. Gérer plusieurs boutiques en Europe. Parce qu'en Europe, non seulement quand tu ouvres les boutiques, quand tu as des employés, tu payes beaucoup de taxes. Tu t'attends à tout, quoi, avec les contrôles. Il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de responsabilités. Il faut ravitailler les magasins. Les magasins exotiques comme ça, quand tu vends les légumes, là, chaque fois, il faut changer. Là, tu attires la clientèle. C'est pour cela que je domine mon voisin en termes... Parce que moi, les légumes, quand c'est un peu abîmé, là... Tu remplaces? Je remplace. Et tu renouvelles les Je renouvelle. Donc, je sais que les mamans, là, aiment ça. Tout ce qui est nouveau, tout ça. Donc, je joue sur ça beaucoup. Donc, j'ai des camionnettes. J'envoie 3 fois dans la semaine chercher au cargo la marchandise. Et aussi à Paris. Donc, tout ça. Pour faire vraiment la différence. Par rapport à tes concurrents. Et aujourd'hui, on va parler chiffres. Dans tous tes magasins réunis, combien de chiffres d'affaires toi tu peux te faire en un an? Oui, dans tous mes magasins réunis. En moyenne? En moyenne, c'est dans les 3 millions de chiffres d'affaires. 3 millions de quoi? De chiffres d'affaires. De francs CFA ou bien de francs guinéens? D'euros. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais tu payes beaucoup aussi aux impôts. Oui, je paye. C'est ça l'inconvénient. Donc si moi j'étais par exemple en Europe, mais on ne dit pas toujours ici, et en Afrique, donc ça veut dire tous les 3 millions. C'est dans ta poche. Oh, ça serait énorme aussi. Mais on ne dit pas, voilà, on ne dit pas si, il faut toujours regarder là où tu es. C'est de l'expérience. C'est pour cela que je voulais un peu
de loger vers l'Afrique pour voir comment plus grandir. Quoi. Tout à fait. Ouais. Donc, toi, après avoir fait tout ça maintenant, malgré le chiffre d'affaires que tu fais en Europe actuellement, tu veux venir en Afrique. En Afrique. Pourquoi ouais. tu veux venir en Afrique? Dis ça à la diaspora. Je veux vraiment venir en Afrique parce que l'Europe, en tant qu'entrepreneur patron, tu es toujours au terrain, tu es en train de travailler, il n'y a pas de repos. Parce que là-bas, ce n'est pas comme l'Afrique. Okay. L'Afrique, le patron, lui, peut se mettre en veste, tout ça, Ouais. il peut employer 10, 20 personnes Ouais. à coût moins cher. Ouais. Donc, tu peux avoir 2, 3 chauffeurs, tu peux avoir ça, mais en Europe, c'est difficile. Oui, il faut déclarer, il faut payer la cotisation employé, sociale. il peut te coûter 3 000 euros, c'est beaucoup, Ah c'est ouais, énorme. énorme. Donc, il y a des choses, tu es obligé de le faire toi-même. Okay. Parce que la marchandise, des fois, ça arrive à 20h, 21h, je dois descendre, décharger tout. Il y a beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est tout ça là. Je vois que je ne peux pas tenir ça peut-être à long terme, physiquement. Okay. Donc, il y a l'administration que je dois faire. Je dois même moi-même des fois ravitailler les boutiques. Parce que si je donne au chauffeur des fois, ça ne va pas comme... Si c'est toi-même. Si c'est moi-même. Donc je suis des fois obligé d'être dans ça. Maintenant, je me vois peut-être dans 5 ans, peut-être un peu fatigué parce que le tempo entre Bruxelles, la France aussi. Hein. N'oubliez pas, il y a le magasin aussi à Strasbourg. Ah, tu as aussi un autre magasin à Strasbourg, en France. En France. À 6 heures de temps de Bruxelles. Et tu gères tous ces magasins-là. Voilà, donc ça fait 4 magasins finalement. Non, ça fait 5. J'ai le 5 magasins. Luxembourg aussi, oui. Le Luxembourg, oui. Ouais. Donc je dois gérer tout ça et c'est pas facile. Tu as 5 magasins. J'ai 5 magasins. En Europe. Ouais. Et tu arrives à gérer tout ça. Il y a 4 en Belgique. En Belgique. Il y a un au Luxembourg, il y a un à Strasbourg. Ça fait combien? 6. Ça fait 6. Il y a un aussi à Dakar. Ah bon? Mais oui, à Dakar, oui, à Dakar aussi, je ne suis pas impliqué. Je le laisse lui-même, il fait son chiffre d'affaires. Okay. On fait le pourcentage. Okay. Il y a aussi en Gambie. Ok, d'accord. Donc, il y a aussi en Gambie. Okay. Donc, c'est là que je voulais peut-être essayer de venir travailler sur Dakar et Gambie pour voir si je peux le remplacer par ceux de l'Europe. Okay. Pour m'aider, pour après revendre ou bien donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Ok. Oui. Ok. Alors aujourd'hui, si toi tu dois donner conseil à un jeune qui vit en Afrique, qui n'a pas d'emploi, qui vit dans des conditions difficiles, de toi par ton parcours, est-ce que toi tu le recommandes toujours d'aller en Europe ou bien de se chercher ici au pays? Moi, mon premier conseil à un jeune Africain, il faut toujours avoir un mentor. D'accord. Oui. Et puis il ne faut pas être pressé. Ok. Par exemple, je donne un exemple. Vous, oui. S'il y a un jeune qui est là, courageux à côté de vous, oui. il doit essayer d'être là 5 ans, 6 ans, 7 ans par exemple. Oui. Apprendre, Ouais. être l'homme de confiance, Ouais. pas voler, ni rien. Chercher à avoir des responsabilités dans votre société. C'est dans ça, un jour, lui aussi, il deviendra un bon et grand patron. Un grand patron. Ouais. Parce qu'un jour, le patron, Ouais. il aura tellement de responsabilités, il va dire, bon, toi, prends je te confie ce volet-là. Voilà, tu prends cette pourcentage. Tu me donnes tel pourcentage. Ce n'est plus en termes de salaire maintenant. Voilà, en termes de salaire. C'est là, lui aussi, il va commencer à gagner sa vie. C'est ça. Donc, là, lui aussi, il peut voir sur le patron. Parce qu'il y a des patrons, ils sont tellement égoïstes. Ça aussi, c'est à lui d'étudier ça. Aller doucement étudier. Donc, des fois, il peut voir, est-ce que le patron, là, un jour, il va me donner une opportunité? Est-ce que c'est un patron esclavagiste? Voilà, c'est ça. Dans ça, lui aussi, il doit voir. Si c'est un patron vraiment qui est ouvert comme moi, ou bien... Donc, c'est dans ça, il doit avoir vraiment la patience. Ouais. Un jour, lui aussi, il va gagner son bon pain. Mais si c'est le cas contraire, ouais. il n'a qu'à changer de patron. Okay. Vous voyez? Donc, Ouais. lui, il doit être toujours honnête et confiance dans tout ce qu'il fait. Ouais. Il n'a qu'à s'approcher à côté des grands commerçants, ou bien à côté des grands agriculteurs, ou bien je ne sais pas. Pour gagner de l'expérience. Pour gagner de l'expérience. Ouais. C'est dans ça, un jour, lui aussi, il va gagner dans ça. Mais est-ce que tu le conseilles comme toi, tu l'as fait aujourd'hui? Parce qu'il faut qu'on dise ça à la fin de la vidéo. Est-ce que toi, tu conseilles à quelqu'un de faire ce que toi, tu as fait aujourd'hui pour aller en Europe? Est-ce que tu conseilles? Quand moi, j'ai fait ma mission, Oui. j'ai pris l'argent de mon oncle. Oui. Après ça, il y a 2 groupes qui ont fait la même chose, ils ont échoué. Oui. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Okay. C'est pour cela, quand tu fais une mission, il faut avoir le bon, je vais dire, bon cœur Ouais. de ne pas
gaspiller. Il faut avoir la vision, quoi. Pourquoi tu le prends? Là, Dieu va t'aider dedans. Oui. Donc, si c'est de prendre ça seulement, gaspiller et sans sens, tu ne vas pas réussir. Mais les gens vont trouver ça scandaleux, que tu prennes l'argent qui n'est pas à toi. Oui. Est-ce que toi, tu conseilles aujourd'hui quelqu'un, un jour, de prendre l'argent qui n'est pas à lui pour faire ses projets personnels? Non, je ne conseille pas parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Peut-être il y a des 1%, 2% c'est donné. Peut-être eux, ils pourront le faire, mais je ne le conseille pas. Parce que tu peux prendre l'argent de quelqu'un, en cours de route, ils vont détourner tout ça. Et si tu n'as pas la mentalité d'un soldat, tu vas t'écrouler, quoi. Tu vas t'écrouler parce moi, que tu vas pas revenir dire que pardon, ils vont te mettre en prison. Hein. 20 ans. Oui, les gens qui ont fait derrière moi, c'était la prison. Hein. Ah oui, ils sont allés en prison? Oui, c'était en prison. Tu vois? Oui. Donc c'est risqué, c'est pas conseillé. Heureusement, c'était dans la famille. Après, ils ont négocié tout ça, ils les ont lâchés. Donc les jeunes, donc mes frères, ce n'est pas la bonne méthode, c'est vrai. Lui, il a fait, c'était un coup de chance, il a un bon cœur et il a même remboursé. Donc on ne fait pas cette vidéo pour vous encourager à voler l'argent qui n'est pas à vous. Non, j'ai fait un bon plan derrière ça aussi. Un plan, c'était bien planifié. J'ai bien planifié avec le bon cœur. Si par exemple ça ne va pas réussir, je vais le rembourser. Parce que je le peux. Parce qu'en étant aussi à Conakry, j'ai joué le football, j'allais à l'école et j'ai vendu ce qu'on appelle les plastiques là, qu'on vend au marché là. J'ai tout vendu ça en vacances. D'accord. Donc je savais me débrouiller. J'ai vendu les habits Yougou Yougou aussi en Côte d'Ivoire. Quand je partais chez ma maman, elle avait tout l'argent. Ma maman vendait le riz. Hein. Mon papa, il a la boutique. Mais en plus de tout ça, quand j'allais, je prenais les habits, les ballons des habits là. J'achète ça, je casse, je mets dans les... Je vais dans les villages de Boaké là, pour vendre ça chez les Baoulins et les Bétés. Donc je faisais ça pour ne pas seulement attendre l'argent de la maman. Donc je savais, je le pouvais, même si l'argent là aussi n'allait pas réussir, j'allais partir par exemple à Abidjan, parce que je n'ai jamais été à Abidjan. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai fait la Boaké, mais j'allais retourner soit à Abidjan, ou bien Dakar, ou bien Cameroun, un capital africain, j'allais aller me débrouiller pour trouver l'argent pour le rembourser. Ça, l'objectif là, c'était, au pire, ça allait aussi réussir. Ça passe ou ça casse? Oui. Pour moi, ça doit aller toujours. Donc alors, merci beaucoup mon frère, merci Agriculteur Moderne d'avoir suivi et tous ceux qui aussi, parce que je sais que beaucoup de jeunes Africains aussi ont commencé d'ouvrir les boutiques aussi en Europe. Donc, avant, il n'y avait pas, mais il y a beaucoup qui le font. Donc, c'est dans l'avenir aussi, je vais aussi cocher beaucoup de personnes comment faire, passer les erreurs que j'ai fait dedans et tout ça pour éviter tout ça. Oui, c'est ça. Donc, parce que la plupart des gens, il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire, on ne peut pas réussir. Ouvrir une boutique africaine, il faut avoir le bon budget. Il faut acheter les produits de base que tu dois commencer avec, pas avec n'importe comment. Il faut avoir aussi peut-être un mentor ou bien tu vas aller travailler quelque part un peu, avoir le bon budget. Et l'argent que tu gagnes, il ne faut pas directement prendre ça et commencer à construire. L'argent du business, tu dois réinvestir tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup d'erreurs que les gens ils font. Quand ils commencent à gagner 1 000 euros, 2 000 euros par jour, ils construisent d'abord au pays. Directement, ils prennent l'argent. Et l'argent, le capital, ça s'envole. C'est comme ça. Le Pakistanais, il ne fait pas ça. Il remet dans le business. Chaque année, il voit le bénéfice, il enlève. Il fait un deuxième magasin, c'est comme ça. Mais ce n'est pas aussi conseillé de faire plusieurs magasins. C'est mieux d'arroser un seul arbre que d'arroser plusieurs. Parce que quand tu as un seul magasin, par exemple, tu fais un chiffre d'affaires, par exemple, tu as un magasin africain, tu fais 500 euros, c'est mieux de ne pas faire le magasin africain. C'est mieux d'aller travailler pour un patron pour gagner 2 000 euros, 3 000 euros, 2 500. Tout à fait. C'est à partir de minimum 1 000 euros, 1 200, 1 500. Quand tu es là, chaque jour, tu mets 300 à côté, 200 à côté, ou bien 100 euros à côté. C'est comme ça on évolue, doucement, on grandit. Merci beaucoup mon frère, merci pour ce temps que tu as accordé à cette interview. Les gens, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage inspirant et atypique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talabwe Valère. Je suis consultant en agriculture rentable, je suis ingénieur agronome praticien, je suis paysagiste et entrepreneur. Je te parle ici sur ma chaîne d'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique
Des plantes et de la vertu. Je te donne rendez-vous à Abidjan et à Kinshasa. Les liens sont dans la description. C'est gratuit et je serai sur Back to Africa en octobre 2025. Les gars, dites-moi aussi dans les commentaires que pensez-vous d'une conférence en France avec la diaspora pour vraiment donner les vrais secrets sur l'investissement au pays en Afrique, surtout dans le domaine agricole qui est mon domaine. Dites-le moi dans les commentaires si on doit faire quelque chose en 2026. Dites-moi où est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On est ensemble.